imaginez un pays qui possède l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde, figure parmi les 10 principaux exportateurs de gaz vers l'Europe, et détient plus de 12 milliards de barils de réserves pétrolières. Un pays capable de générer plus de 50 milliards de dollars de revenus énergétiques par an. Et pourtant, le revenu moyen par habitant n'y dépasse pas 6 000 dollars par an. Un chiffre largement inférieur à celui d'autres pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, et proche de nations qui ne disposent pourtant d'aucune richesse naturelle majeure. Ce paradoxe n'est pas anodin. C'est une véritable énigme économique. Comment un pays aussi riche en ressources peut-il encore afficher un niveau de développement seulement moyen? Pourquoi n'est-il pas devenu une grande puissance industrielle ou financière régionale? Et pourquoi son économie reste-t-elle, encore aujourd'hui, presque totalement dépendante des prix du pétrole et du gaz? Pour comprendre cela, il faut aller au-delà des chiffres. Il faut analyser la gestion de la richesse nationale, ainsi que les choix politiques et économiques qui ont façonné le pays au fil des décennies. Commençons par le début. Après son indépendance, l'Algérie est entrée dans l'ère du pétrole. L'État a pris le contrôle total des ressources naturelles, et la Société nationale Sonatrach est rapidement devenue le pilier central de l'économie. Dans les années 1970, la flambée des prix du pétrole a provoqué un afflux massif de revenus. L'État a investi dans le logement, les infrastructures, l'industrie et les subventions publiques. Mais c'est là qu'apparaît la première grande erreur. Toute cette croissance reposait presque exclusivement sur une seule variable, le prix du pétrole. Aujourd'hui encore, environ 95% des exportations algériennes proviennent du pétrole et du gaz, et près de 60% des recettes de l'État dépendent directement du secteur énergétique. Autrement dit, l'économie entière reste suspendue au prix du baril. Quand les prix montent, tout semble aller bien. Mais lorsqu'ils chutent, la crise apparaît immédiatement. Prenons l'exemple de 2014. Quand le pétrole est passé de plus de 100 dollars à environ 40 dollars le baril, les revenus en devises de l'Algérie ont pratiquement été divisés par 2. Le gouvernement a alors dû réduire ses dépenses et puiser dans ses réserves de change. Cela montre une chose essentielle. L'économie algérienne n'est pas seulement dépendante du pétrole, elle est extrêmement vulnérable à la moindre fluctuation des marchés énergétiques. Comparons avec la Norvège. Ce pays possède lui aussi d'importantes ressources pétrolières. Mais au lieu de dépenser immédiatement ses revenus, il a créé un fonds souverain dépassant 1300 milliards de dollars, investi à travers le monde dans des entreprises, des technologies et des actifs financiers. Résultat. Même lorsque le pétrole s'épuisera, la richesse continuera de produire des revenus. À l'inverse, l'Algérie a principalement privilégié la dépense directe. Conséquence. Malgré ses immenses ressources, son PIB reste autour de 200 milliards de dollars, un niveau relativement faible au regard de son potentiel. Autre problème majeur. L'industrie hors hydrocarbures reste marginale, représentant une part très limitée de l'économie. Le pays souffre ainsi d'un phénomène économique bien connu, la maladie hollandaise. Ce concept désigne une situation où la richesse facile issue des ressources naturelles finit par affaiblir les autres secteurs de l'économie. C'est exactement ce qui s'est produit en Algérie. Les revenus pétroliers ont rendu les importations plus simples et moins coûteuses que la production locale, l'industrie nationale s'est affaiblie, l'agriculture a reculé, la dépendance aux marchés étrangers s'est accentuée. Aujourd'hui, l'Algérie importe pour plus de 10 milliards de dollars de produits alimentaires chaque année. Aujourd'hui, l'Algérie importe plus de 10 milliards de dollars de produits alimentaires chaque année, y compris des denrées essentielles comme le blé. Et cela représente un risque majeur. La sécurité alimentaire du pays dépend largement de l'étranger. Pourtant, l'Algérie dispose de vastes terres agricoles. Mais malgré ce potentiel, l'agriculture représente moins de 12% de l'économie nationale. Qu'en est-il de l'industrie? Le développement industriel reste insuffisant. L'Algérie exporte principalement des matières premières brutes, alors que d'autres pays comme le Qatar ont transformé leurs ressources énergétiques en industrie pétrochimique à forte valeur ajoutée générant des milliards. Prenons une comparaison frappante. Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie restent inférieures à 5 milliards de dollars, alors que le Vietnam dépasse les 200 milliards.
Pourtant, le Vietnam ne possède pas les ressources naturelles de l'Algérie. La différence est simple. L'un exporte des matières premières, l'autre exporte des produits finis. Et c'est cette transformation qui crée la richesse. Mais le problème va encore plus loin. Quand les revenus pétroliers apportent massivement des devises, la monnaie locale se renforce relativement. Cela rend les produits locaux plus chers, et pousse les consommateurs vers les produits importés. Résultat. Les usines locales ferment progressivement, les producteurs nationaux perdent leur compétitivité, l'innovation ralentit, les exportations industrielles restent faibles. Un cercle vicieux se met alors en place. Pétrole revenu importation faible production locale dépendance accrue au pétrole. Et ce cycle est extrêmement difficile à briser. L'Algérie a choisi un modèle économique clair. L'État fournit, le citoyen consomme. Subventions sûres. L'alimentation logemente l'énergie. Le tout pour un coût estimé à près de 18 milliards de dollars par an, soit environ 10% du PIB. L'objectif était de préserver la stabilité sociale, ce qui peut se comprendre dans un contexte historique complexe. Mais ce modèle comporte un effet pervers. Quand les aides deviennent trop importantes, elles peuvent réduire les incitations à produire davantage. Pourquoi prendre plus de risques ou entreprendre davantage si les besoins essentiels sont déjà massivement subventionnés? Cela crée une forte dépendance des citoyens envers l'État. Et une forte dépendance de l'État envers le pétrole. Autrement dit, si le pétrole chute, tout le système est fragilisé. Le chômage reste également un défi majeur. Environ 12% de chômage global jusqu'à grave 25% chez les jeunes. Cela signifie qu'une grande partie du potentiel humain du pays reste sous-exploité. Par ailleurs, plus de 30% de la main-d'œuvre travaille dans le secteur public. Un chiffre élevé qui montre qu'une part importante de l'économie repose davantage sur la redistribution que sur la création réelle de valeur. Pendant ce temps, des pays comme la Corée du Sud ont choisi une autre voie. Investir massivement dans l'éducation, développer l'industrie, faire du secteur privé le moteur de la croissance. Résultat. Des géants mondiaux comme Samsung et Hyundai Motor Company. Dans les années 1960, la Corée du Sud était pourtant plus pauvre que l'Algérie. Mais elle a choisi de produire. L'Algérie a choisi de redistribuer. Et cette différence de stratégie explique aujourd'hui une grande partie de l'écart économique. Autre problème structurel. Une grande quantité d'argent circule en dehors du système bancaire. On estime qu'environ 60 milliards de dollars se trouvent dans l'économie informelle. Cet argent existe. Mais il ne finance pas l'économie productive. Faible bancarisation, manque de confiance dans les banques, services financiers encore limités. Tout cela freine l'intégration des capitaux dans le circuit économique officiel. Où va alors cet argent? Principalement dans l'immobilière, le terrain, le logement. Parce que ces placements sont perçus comme plus sûrs. Mais cela crée un nouveau problème. L'argent se fige dans des actifs passifs au lieu de financer. Des usines, des entreprises, de start-ups, de projets productifs. Et lorsque l'argent ne circule pas, la croissance ralentit. Alors pourquoi les investisseurs étrangers ne se ruent-ils pas vers l'Algérie malgré une énergie peu coûteuse, une position géographique stratégique, un grand marché intérieur, une population jeune? Parce que les investisseurs recherchent avant tout de la visibilité, de la stabilité réglementaire, la facilité de rapatriement des profits. Pendant longtemps, des règles comme le fameux système 49-51e, limitant la propriété étrangère, ont freiné de nombreux investisseurs. Ajoutons à cela une bureaucratie lourde, des procédures complexes, des règles parfois changeantes. Résultat. L'investissement direct étranger tourne autour de 1 milliard de dollars par an. À titre de comparaison, le Vietnam attire plus de 20 milliards de dollars par an. La différence? Un cadre plus clair, plus rapide, plus prévisible. Pour comprendre cette prudence algérienne, il faut aussi regarder l'histoire. Les années 1990, marquées par la décennie noire, ont profondément traumatisé le pays. Plus de 200 000 morts, effondrement de l'investissement, lourdes pertes économiques. Après cette période, l'État a privilégié une priorité absolue. La stabilité avant tout. Un choix compréhensible.
Mais ce choix a aussi entraîné plus de prudence, plus de contrôle, plus de bureaucratie, plus de méfiance envers une ouverture économique rapide. Malgré tout, l'Algérie possède aussi de solides atouts. Presque aucune dette extérieure, environ 70 milliards de dollars de réserves de change, une grande indépendance financière.